Bonjour à tous, bienvenue ici, vous êtes au bon endroit au bon moment. Aujourd'hui je vous lis un texte inspirant de Colette Portelance. De quel système relationnel êtes-vous prisonnier? L'origine de mon questionnement par rapport à la relation affective remonte à mon enfance. Je me souviens des malaises que je ressentais quand mes parents se disputaient. À cette époque, je n'aurais malheureusement pas su mettre les mots sur mon vécu. Mais je sais aujourd'hui que j'étais habitée par l'insécurité, l'impuissance et de nombreuses peurs. Parfois je prenais parti pour ma mère et à d'autres moments pour mon père. De toute façon, j'en arrivais toujours à la conclusion que l'un avait tort et l'autre avait raison. Et je blâmais celui des deux qui bouleversait le plus ma tranquillité intérieure du moment. J'ai mis des années à comprendre qu'ils avaient tous les deux leur part de responsabilité dans leurs différends, et que leurs blessures respectives les poussaient à se défendre. Lorsqu'ils se disputaient, ils n'étaient pas conscients du monde complexe des émotions et des besoins qui les habitaient et qui suscitaient à leur insu leurs réactions. Beaucoup plus tard, forte de ma propre expérience de couple, j'ai découvert que leur comportement défensif involontaire avait créé des systèmes relationnels dont ils avaient été totalement prisonniers. Le mot relation est ici fondamental en ce sens que les personnes qui forment un système relationnel interagissent, c'est-à-dire qu'elles agissent réciproquement les unes sur les autres. Elles exercent une influence mutuelle simplement par ce qu'elles sont, par ce qu'elles disent et par ce qu'elles font. C'est précisément cette action réciproque qui nourrit ou détruit le lien affectif et qui, dans le dernier cas, crée des systèmes relationnels dysfonctionnels qui mettent en position de dépendance ceux qui les forment. Dans les relations humaines, il est impossible de dissocier la dimension affective des dimensions rationnelles, corporelles et spirituelles. Ceux qui tentent d'y arriver perturbent vraiment leur relation à eux-mêmes et avec les autres, puisqu'une partie de ce qui les constitue est niée. Ceux-là ignorent peut-être que, même désavoués, la dimension émotionnelle s'impose toujours dans leur rapport. Plus ils essaient de la réprimer, plus elle a de pouvoir sur eux. Elle se manifeste à leur insu par la voie des mécanismes de défense qui créent des modes relationnels dysfonctionnels. 3 éléments fondamentaux composent le fonctionnement psychique d'un être humain. Les blessures, causées dans le passé par des expériences d'abandon, d'humiliation, de culpabilisation, de dévalorisation, de pouvoir, de trahison, d'insécurité, de comparaison ou d'incompréhension. Les mécanismes de défense mis en place par le psychisme pour se protéger contre ces meurtrissures du cœur. Les besoins fondamentaux non satisfaits parce que non identifiés et parce que la souffrance provoquée par les blessures n'a pas été entendue. Les modes relationnels qu'un individu établira avec les autres par la suite dans sa vie découlent de l'élaboration du fonctionnement psychique. Celui-ci se forme dans la relation de l'enfant avec ses parents et ou avec leurs substituts. Chez l'enfant, le fonctionnement psychique découle de la recherche inconsciente de satisfaction de ses besoins psychiques fondamentaux. En effet, pour assurer son équilibre intérieur, l'enfant a besoin d'être aimé, reconnu, sécurisé, accepté, compris et écouté par son père et par sa mère. Il a aussi besoin d'affirmer librement ce qu'il est et surtout de se sentir important pour ses parents. Évidemment, comme nous le savons, ces besoins ne sont pas toujours assouvis. Pourquoi ? Premièrement parce que les parents qui satisferaient tous les besoins de leurs enfants devraient pour y arriver nier complètement les leurs, ce qui s'avère humainement impossible. Deuxièmement, aucun parent n'est parfait. Même les meilleurs pères et les meilleures mères sont aux prises avec leurs propres blessures et avec leur propre héritage psychique. Il en résulte donc qu'ils ne déclenchent pas seulement chez leurs enfants des émotions agréables, mais aussi des vécus désagréables et souffrants. Leurs paroles, leurs gestes
et leurs comportements peuvent éveiller chez leurs filles ou chez leurs garçons la peur d'être rejetés, abandonnés, jugés, ridiculisés, humiliés ou trahis, un sentiment de culpabilité, de honte, d'insécurité, d'infériorité ou d'impuissance, de la peine, de la colère, de la jalousie, de l'angoisse, voire de la haine. Comment le parent peut-il déclencher de telles émotions ? Un regard désapprobateur, un reproche, une limite imposée, une punition, un jugement, une menace, un oubli, une absence, une réaction défensive sont autant de moyens adoptés inconsciemment ou non par les parents dans le processus d'éducation de leurs enfants. Ces moyens provoquent parfois l'apparition d'émotions souffrantes dans le psychisme de leur fils ou de leur fille. Toutefois, il ne faut pas croire que ce déclenchement de vécu désagréable a toujours des conséquences néfastes. Si l'enfant est entendu et reçu par ses parents dans l'expression de son vécu, si ses éducateurs ne se soumettent pas à tous ses caprices et s'il est encadré avec amour au moyen de limites claires, ses besoins d'être écoutés, acceptés, reconnus, compris et sécurisés seront satisfaits. Il se sentira alors important pour ses parents ou ses éducateurs. Ainsi, son équilibre psychique ne sera pas perturbé. Par contre, la réalité n'est pas toujours aussi reluisante. L'enfant est parfois réprimé ou rejeté lorsqu'il exprime son vécu, spécialement quand ce vécu dérange ou blesse l'un ou l'autre de ses parents. N'oublions pas que ces derniers sont gouvernés par leurs propres blessures, s'ils ne les ont pas conscientisées et acceptées. Quelles sont alors les conséquences de cette répression ? Pour éviter une souffrance supplémentaire et surtout pour se sentir exister et être aimé par ses principaux éducateurs, quand ces émotions désagréables ne sont pas accueillies par eux, l'enfant développera très jeune des mécanismes de défense. S'il est réprimé, il se défendra probablement en réprimant les autres et en se réprimant. S'il est rejeté, il est possible qu'il se défendra en rejetant son entourage et en se rejetant lui-même. S'il est blâmé, il blâmera les autres et se blâmera. S'il est jugé, il jugera les autres et se jugera sans aucun doute. S'il est dominé, il dominera les autres ou se laissera vraisemblablement dominer par eux. S'il est culpabilisé, éventuellement il culpabilisera les autres et se culpabilisera. S'il est humilié, il humiliera les autres et prisonnier de la honte, il reniera sa vraie nature et n'exploitera pas son potentiel créateur. Que peut faire cet enfant pour dissiper sa souffrance ? Pour assurer sa survie psychique, l'enfant a un besoin vital d'être aimé et sécurisé par ses principaux éducateurs. Quand il ne sent pas cet amour, il souffre tellement qu'il cherche à se protéger contre sa souffrance. Il assure donc sa protection en adoptant des mécanismes de défense, comme par exemple la fermeture, la bouderie, la crise de colère, la culpabilisation, le rejet. Par son mode de réaction, l'enfant cherche inconsciemment à attirer l'attention de ses éducateurs. Il se défendra donc par un mécanisme qui les fera réagir, qui sera perçu par eux comme dérangeant. S'il se rend compte que la bouderie déstabilise ses parents, il boudera. Si c'est en faisant la sourde oreille qu'il les atteint, il feindra l'indifférence. Très jeunes, les enfants découvrent le talon d'Achille de leurs éducateurs. Ils savent d'instinct ce qui leur donne du pouvoir sur eux, et spontanément, ils utilisent le moyen adéquat dans le but totalement inconscient de retrouver l'amour qu'ils croient avoir perdu, et aussi le sentiment d'exister à leurs yeux. Par contre, si l'enfant est confronté à des éducateurs indifférents à ses états d'âme, il se fermera, se coupera de ses émotions pour éviter de souffrir. Il perdra confiance en lui-même et en ceux qui les éduquent. Par la suite, il se méfiera de toute personne en position d'autorité. La répétition de telles expériences contribue à la création du fonctionnement psychique d'un individu et le pousse, quand il se sent jugé, rejeté, humilié ou culpabilisé,
ou lorsqu'il a peur de l'être, à se défendre toujours de la même manière. La puissance d'un tel fonctionnement vient du fait qu'il est inextricablement lié au besoin d'être aimé et d'exister. En effet, il ne faut pas oublier que la recherche de satisfaction de ces besoins fondamentaux, particulièrement les besoins d'amour, de reconnaissance et de sécurité, est à l'origine de la création du fonctionnement psychique de tout être humain. Pour l'enfant, l'amour et le sentiment d'exister n'existent pas en dehors de ce fonctionnement-là. Il sera donc attiré dans des relations affectives ou amoureuses par des personnes dont le fonctionnement alimentera le sien, parce qu'il n'en connaît pas d'autres. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai fini la lecture de ce texte qui explique comment se forment nos systèmes relationnels et notamment nos systèmes relationnels dysfonctionnels. Et donc, il est tout à fait possible de sortir de ces schémas relationnels qui ne nous font pas du bien à partir du moment où on en prend conscience et où on apprend à prendre sa responsabilité dans notre système relationnel, à être dans de la bienveillance vis-à-vis de l'enfant en nous qui a été blessé et qui a créé inconsciemment ce système relationnel ou qui a alimenté des systèmes relationnels à partir du même espace blessé. Et quand on prend conscience de cet espace blessé en nous, qu'on le répare avec bienveillance, avec accueil, on s'offre la possibilité de créer des schémas relationnels nouveaux, des schémas relationnels qui nous font du bien et qui nous permettent de créer de l'épanouissement dans nos relations. Donc il est tout à fait possible de changer nos postures dans nos systèmes relationnels à partir du moment où on a identifié quelle est la posture inconsciente que l'on prend et qui produit toujours le même résultat dans nos relations. D'où l'importance de travailler, entre guillemets, pour notre évolution sur notre enfant intérieur et sur la partie blessée de notre enfant intérieur. Ça peut être aussi utile de garder en tête dans nos relations que la personne avec qui on relationne le fait peut-être aussi à partir de cet enfant blessé en lui et ça peut permettre d'accueillir les choses avec plus de douceur ou plus de bienveillance dans nos relations. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce texte vous a inspiré et je vous souhaite une chouette journée.